L'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie qui peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre continent. Ces mots, ce sont ceux du chef d'état-major des armées françaises, mais alors de quoi parle-t-on exactement? Que sait-on réellement? On va faire un point factuellement aujourd'hui sur la situation et démêler le vrai du faux sur tout cela. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Je suis donc sans la caméra aujourd'hui. Et au passage, je me permets quand même de vous en parler parce que vous en avez peut-être entendu parler cette semaine, mais c'est quand même pas mal lié au sujet du jour et donc je suis très fier de vous annoncer la publication de mon premier livre, une bande dessinée en l'occurrence, qui vise justement à raconter et à analyser l'histoire de la Russie et notamment sa dimension impérialiste au fil de l'histoire, évidemment incarnée aujourd'hui par Vladimir Poutine à travers l'invasion de l'Ukraine et ses volontés potentielles au-delà dont on va parler aujourd'hui. Alors c'est un récit sous forme de bande dessinée sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler avec un scénariste, Chris, et un dessinateur, Coco Pello, mais tout cela est documenté vraiment par des historiens pour mieux comprendre ce moment historique qui se joue sous nos yeux. Le tout sans glorification de l'histoire ou quoi que ce soit, mais bien un travail d'analyse factuelle sur le sujet. Alors ça s'appelle Hugo Décrypte en Russie, tout simplement. La BD sera disponible absolument partout le 4 novembre, que ce soit en ligne et dans votre librairie près de chez vous. Mais si jamais vous voulez, dès maintenant, c'est disponible en prévente sur le lien que je vous mets en description. Sachant que si vous le prenez en prévente là cette semaine, vous pourrez obtenir un petit livret sur le making of, donc les coulisses en quelque sorte de la bande dessinée et comment est-ce qu'on a pu travailler pendant près de 3 ans sur tout ça. Pour ceux qui trouvent pas le lien en description, le lien c'est très simple, c'est bd.hugodécrypte.com. Alors d'abord sur ce sujet-là, c'est évidemment un sujet qui est sensible, où il y a toujours des questions de guerre d'information, donc c'est important d'être factuel et de bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Déjà, pour l'immense majorité des spécialistes qui se penchent sur le sujet, il est extrêmement peu probable d'imaginer une attaque armée russe en France, et ce pour plein de raisons, mais notamment parce que la France dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire. Si vous voulez mieux comprendre tout ça, j'avais fait une vidéo d'environ 30 minutes sur la question de la capacité militaire de la France. C'est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Mais ce qui pourrait arriver par contre, c'est qu'un pays européen proche de la frontière russe, se retrouve menacé ou attaqué. Et en l'occurrence, si ce pays est membre de l'OTAN, donc l'alliance militaire de pays occidentaux dont fait partie la France, à ce moment-là, l'article 5 de l'OTAN indique que, si un pays membre de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays doivent intervenir et ça inclut donc évidemment la France. Ça, c'est donc la question d'une attaque au sens attaque armée comme on peut l'entendre au quotidien et comme ça a pu se passer évidemment en Ukraine avec l'invasion à grande échelle depuis 2022. Il y a donc la question d'une menace armée, même si encore une fois, une menace directe sur la France aujourd'hui, c'est très peu probable, mais tout de même une menace armée sur l'Europe et autrement d'autres formes de menaces qui existent. Devant les députés français qui font partie de la commission de la défense, le chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, a tiré la sonnette d'alarme, appelant à un effort de réarmement d'urgence. Il parle d'un choc avec la Russie et selon lui, ce choc, d'ici 3 à 4 ans, il pourrait prendre différentes formes. La forme de campagne de désinformation, de sabotage, de cyberattaque, voire d'affrontements plus directs. On le disait, mais c'est important de le comprendre donc. Ici, le mot choc ne veut pas forcément dire une guerre sous une forme traditionnelle, mais ça peut prendre plusieurs formes. Cette mise en garde, elle rejoint celle des services secrets allemands, le BND, qui estime que la Russie pourrait entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN avant 2029. Alors attention, le BND ne dit pas que c'est probable et encore moins que c'est certain, mais tout de même, ils estiment qu'il y a un enjeu de précaution aujourd'hui. L'OTAN qui, au passage, se trouve actuellement dans une situation délicate depuis quelques jours. On en parlait hier, c'était le sujet à la une de nos actualités du jour, sur des affaires de corruption qui ont visé plusieurs membres. En fait, pour les services secrets allemands, la Russie se sent capable d'étendre son influence vers l'ouest de l'Europe et elle teste déjà les réactions européennes. Ça, en l'occurrence, on en a déjà parlé, ça prend la forme de survol de drones en Pologne ou encore en Allemagne. Ça prend donc la forme de violation de l'espace aérien, de sabotage aussi ou encore de campagne d'influence. On va revenir là-dessus juste après. En France, le général Mandon affirme que la Russie perçoit une Europe collectivement faible et donc elle se sent libre d'utiliser ou de tester sa force. Mais selon lui, sur le plan économique, démographique et industriel, l'Europe reste largement devant et la Russie, je cite, n'a pas de quoi nous faire peur si on veut se défendre. Ces alertes, en fait, elles s'inscrivent dans un mouvement européen plus large et on a notamment la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, qui a appelé à renforcer massivement les défenses européennes. L'objectif affiché, ce n'est pas d'entrer en guerre, mais d'être capable de se défendre si c'est nécessaire demain. Et donc, face à cette
cette menace, la France et l'Europe accélèrent ces derniers mois leur réarmement. On va pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais le projet de budget français pour 2026, il prévoit ainsi une enveloppe de 68,4 milliards d'euros, toutes missions confondues. Mais c'est donc une hausse de plus de 10% par rapport au budget de l'année précédente. Le tout dans un contexte dont on a déjà beaucoup parlé cette semaine, dans un contexte de réduction des dépenses dans un certain nombre d'autres secteurs, avec donc tous les débats politiques qu'on a vus en ce moment sur le sujet et dont on va reparler. Et cette augmentation, elle s'inscrit dans un objectif plus large, l'idée de doubler le budget de la défense en 10 ans. Plus largement, à l'échelle de l'Europe, les dépenses militaires ont connu une hausse de 17% en 2024. Et ces mesures donc, elles montrent une volonté européenne, notamment de réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis dans le climat actuel, on va dire, d'incertitude d'une certaine façon avec Donald Trump. Mais en dehors de ces questions de budget, il y a eu d'autres décisions, y compris des décisions controversées. Par exemple, le fait que 6 États européens, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et l'Ukraine aussi, dont c'était déjà le cas, ont récemment quitté le traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles, dans l'objectif donc de pouvoir stocker et de pouvoir déployer des mines terrestres en cas d'invasion. Faut savoir que ces mines, elles sont très destructrices et elles continuent de tuer ou de mutiler partout dans le monde. Alors ce retrait, il a été critiqué par des ONG et il s'inscrit dans la logique de constituer près de 3000 km de zones minées défensives, notamment à la frontière avec la Russie. L'autre objectif de l'Europe affiché, c'est de contrer les menaces aériennes de la Russie avec un projet de mur anti-drone. Alors évidemment, c'est pas un vrai mur dans le ciel ou je ne sais quoi. En fait, l'objectif serait de construire un bouclier aérien qui serait capable de couvrir en fait le flanc est de l'Europe, notamment grâce à des radars, des capteurs acoustiques ou encore des systèmes de brouillage et des drones intercepteurs. L'objectif affiché, c'est de déployer ce projet d'ici à 2027, sauf qu'il suscite des réticences quant à son coût, sa complexité et la répartition des compétences au sein des pays européens. Donc il faudra suivre tout ça dans les prochains jours. Alors dans le cas de la France maintenant, il n'y a pas eu de survol aérien comme on peut l'entendre, mais il y a eu une série de provocations. En France, c'est surtout des provocations symboliques ou psychologiques avec par exemple des têtes de porc qui ont été déposées devant des mosquées ou encore des mains rouges qui ont été peintes sur le mémorial de la Shoah à Paris. Ça avait aussi pris la forme, vous vous en souvenez peut-être, c'était un petit peu avant les Jeux Olympiques, la forme de cercueil qui avait été déposé au pied de la Tour Eiffel. Alors sur toutes ces actions, les autorités se penchent sur l'hypothèse de tentative de déstabilisation venant de la Russie, avec en l'occurrence des réseaux de personnes qui commanditeraient de telles actions sur l'Europe. Maintenant, il faut être là aussi très factuel sur le sujet, même si les regards se tournent vers la Russie. L'enquête est toujours en cours et c'est toujours des éléments qui sont difficiles à déceler. Alors maintenant, et je terminerai là-dessus, sur la question d'une attaque armée, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. D'abord, la question de la capacité de défense européenne, d'où les discussions en ce moment. Il y a aussi une question importante sur les volontés réelles de Vladimir Poutine. Alors certes, et on en parle notamment en longueur sur notre bande dessinée, Vladimir Poutine réhabilite clairement un discours impérialiste, et ce n'est pas qu'un discours puisqu'il y a évidemment notamment l'invasion ici de l'Ukraine. Mais l'une des questions encore en suspens, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'il souhaite aller. Et puis dernière chose évidemment qu'il va falloir suivre, c'est la question de la capacité réelle de la Russie dans la situation actuelle, et ce notamment parce que l'armée ukrainienne résiste malgré tout sur le front et arrive finalement à contenir malgré les difficultés la Russie. Bref, on verra donc comment est-ce que tout cela évolue, mais ça me paraissait important d'en parler aujourd'hui. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Brice pour le reste de l'actualité importante du jour, et notamment d'ailleurs de nouvelles actualités en Ukraine, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. Et on continue avec la Russie pour cette info, puisque le pays a attaqué l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi avec plusieurs frappes de missiles. 2 personnes ont été tuées dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre du pays, où au moins 7 autres personnes ont été blessées. La capitale ukrainienne, Kiev, a aussi été touchée, tuant 2 personnes et faisant 10 autres blessés selon les autorités. Quelques heures avant cette attaque, ce vendredi, la coalition des volontaires, un groupe d'une trentaine de pays alliés de l'Ukraine, dont la France fait partie, s'est rassemblé en Angleterre. L'objectif, trouver de nouveaux moyens de sanctionner la Russie, notamment financièrement, en s'attaquant au pétrole russe. Deuxième info, l'agence de notation américaine Moody's a maintenu la note souveraine de la France à A3 ce vendredi. À savoir que la meilleure note est le triple A et la pire le D. On vous en parlait la semaine dernière, les notes qui sont données par les agences de notation sont en fait une évaluation de la capacité d'un pays à rembourser sa dette. Plus la note est élevée, moins le pays est considéré comme un risque pour les prêteurs, et donc moins il doit payer d'intérêts sur ses emprunts. Et inversement, plus la note est basse. Les 2 autres grandes agences, Fitch et S&P Global, ont abaissé leur note concernant la France ces dernières semaines, la faisant passer au rang du simple A. En revanche, même si Moody's maintient sa note, elle a toutefois abaissé la perspective financière de stable à négative. Il s'agit d'un avertissement alors que les députés français
français discutent en ce moment même du prochain budget du pays. Le ministre français de l'économie et des finances, Roland Lescure, a annoncé avoir pris acte de la décision. Et enfin, on finit par cette info. Le département américain du Trésor a annoncé ce vendredi imposer des sanctions visant le président colombien Gustavo Petro dans un communiqué. Alors ces sanctions visent aussi son fils, sa femme et son ministre de l'Intérieur, Armando Benedetti. Ils sont tous accusés de ne rien faire pour limiter la production de cocaïne en Colombie. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a même affirmé que, je cite, depuis l'entrée en fonction du président Gustavo Petro, la production de cocaïne dans le pays est remontée à des niveaux records ces dernières décennies, se déversant aux États-Unis pour empoisonner des Américains. Il est difficile de savoir d'où viennent les drogues qui arrivent aux États-Unis, mais le pays accuse la Colombie d'en être à l'origine de beaucoup. En arrivant au pouvoir, Gustavo Petro a mis en place une politique de paix totale visant à pardonner les membres des guérillas actifs dans le pays dans les années 80 et 90, et les groupes de narcotrafiquants font aussi partie de cette politique. Les États-Unis jugent cette politique de largement ratée. Merci beaucoup Brice pour ces actualités. Alors je le disais, pour découvrir ma première bande dessinée, eh bien je vous mets le lien en description. J'ai très hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Le lien des préventes pour avoir le livret bonus est directement en description. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà précommandé. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.